Il est 11 heures, c'est la rentrée de la e-communauté énergie du CNFPT. Moi, je suis vachement content d'accueillir Clément Bresciani pour un webinaire sur la low-tech. Et avant de commencer, je laisse Emmanuel Poncet faire un petit mot de bienvenue. Merci Julien et bonjour à tous. Oui, en effet. Alors la rentrée, Julien, peut-être pas parce que la communauté fonctionne, on va dire 3 sur 12, hein, et vous en êtes les deux animateurs. Donc voilà, donc ça fonctionne bien. Alors effectivement, c'est le premier webinaire d'une série de 3 pour cet automne. Donc on l'a concocté effectivement avec Vanessa et Julien en essayant de vous proposer, de vous présenter des outils non conventionnels qui visent, on va dire, pour les collectivités, à limiter, on va dire, la consommation d'énergie, à limiter l'explosion des budgets de l'énergie, mais aussi à mener des actions de solidarité territoriale ou de permettre, on va dire, plus de robustesse, de résilience des politiques publiques locales énergétiques et autres. Et en commençant aujourd'hui par eh bien, la low-tech, un sujet qui va, on va dire, diffuse l'offre de formation et de services du CNFPT, on va dire, de manière un petit peu cachée, mais qui existe quand même, parce que je dois vous avouer qu'avec des agents qui travaillent sur l'énergie, ben, ça fait pas mal d'années que j'entends parler de low-tech appliquée, même si les systèmes ont tendance parfois à devenir un peu trop sophistiqués. Voilà, donc effectivement, moi je remercie aussi Clément pour consacrer tout ce temps-là pour vous présenter ce sujet et pour sa présentation, j'avoue très très claire et je pense qu'elle va être confortable pour tous. Ça faisait un moment que j'avais pas vu une présentation aussi agréable. Voilà. Donc, avant de repasser la parole à Julien, simplement vous dire que le deuxième webinaire, le 15 octobre, portera sur le don d'électricité avec donc une dimension de solidarité territoriale mise en œuvre par une association pour la mutualisation d'une énergie de proximité. Donc, il en existe plusieurs sur le territoire national, mais là, vous aurez un vrai témoignage. Et le 10 décembre, donc, des interventions sur des outils assez originaux de communication et, on va dire, de sensibilisation pour une meilleure appropriation, on va dire, des démarches de sobriété, de frugalité énergétique. Donc là aussi, il y aura une dimension artistique. Donc, on sort un peu des sentiers battus cet automne avec les communautés. Voilà, je rends la parole à Julien et puis je vous souhaite un bon webinaire. À bientôt, merci. Et oui, et donc c'est effectivement, on sort des sentiers battus. Alors moi, je suis vraiment ravi de recevoir Clément aujourd'hui. Clément, on se connaît depuis longtemps parce que Clément, il a traîné ses baskets dans le milieu de l'énergie citoyenne. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et aujourd'hui, il est au sein d'une super association justement sur la low-tech, sur la sensibilisation de la low-tech. Je suis vraiment ravi de te retrouver, Clément, à cette occasion. Et du coup, bah, je vais te laisser avec ton exposé qui effectivement est hyper clair et qui donne vraiment envie. J'invite tous les participants et les participantes, déjà que je remercie bien sûr d'être venus, de réagir dans l'onglet conversation en bas à droite de votre écran. Vous aurez, pour ceux qui vont me poser la question, bien entendu, comme à chaque fois sur tous les webinaires de la e-communauté énergie, un compte-rendu complet avec la vidéo accessible et aussi la présentation de Clément. Du coup, bah, Clément, à toi de jouer. Très bien, et ben merci de me passer la parole. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à Julien pour m'avoir invité pour cette présentation. Un grand merci au CNFPT également de donner la parole à une association qui essaie de faire d'innover un petit peu sur certaines pratiques sur son territoire. Vous m'avez bien mis la pression en disant que tout était super clair dans ma présentation. J'espère que que l'oral ira aussi bien que la présentation que j'ai faite et que je vais vous présenter maintenant. Moi, je travaille dans une association qui s'appelle les Vagabonds de l'énergie, qui est installée à Rouen, en Normandie, et qui intervient sur pas mal de sujets. La low-tech, c'est un des sujets qu'on développe dans l'association. Je pourrais, si vous le souhaitez, parler des autres, mais on va se concentrer sur la thématique de la low-tech aujourd'hui.
On est beaucoup sur le terrain à faire des expérimentations avec du public. Donc, j'ai plus trop l'habitude de faire ce genre de présentation, de conférence. Donc, j'espère que je serai à la hauteur de vos attentes et donc on aura évidemment un temps pour échanger après ma présentation pour pouvoir peut-être compléter les propos que j'aurais pu tenir, essayer de clarifier certaines choses, répondre à vos questions et peut-être explorer certaines thématiques liées à vos problématiques en particulier. Donc ce webinaire s'appelle Quelle place pour la low-tech dans la transition énergétique? Donc ça va nécessiter déjà de se poser la question de ce qui est la low-tech, quelle est aussi la transition énergétique, même si ça c'est un terme qui est beaucoup plus facilement partagé, mais peut-être que je vous partage ma vision et la vision qu'on partage au sein de l'association. Juste un petit mot quand même peut-être pour évoquer nos activités. Donc on est une petite équipe de 5-6 salariés basée à Rouen. Notre raison d'être, on va dire, c'est d'essayer de participer à animer le territoire, d'embarquer les habitants du territoire normand dans une transition énergétique qui se voudrait conviviale, englobante, utile et construite avec les citoyens qui font partie du territoire. Donc pour ça, on développe des ateliers ludiques autour de jeux de société, autour d'ateliers de bricolage, autour d'ateliers d'intelligence collective. Et puis la low-tech est rapidement entrée dans nos démarches puisque elle a un peu toutes ses composantes. Et donc voilà, je vais développer un peu cette thématique. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a des éléments de compréhension qui sont importants, des choses que vous ne comprenez pas que dans ce que je raconte. Sinon, si c'est des questions plus générales ou ouvertes, peut-être qu'on les garde plutôt pour la fin de la présentation. Voilà, je passe à la slide suivante. Alors donc j'ai une petite vingtaine de slides, ça va passer relativement vite, en tout cas pour certaines. Moi j'aime bien avoir des illustrations pour montrer des choses, pas beaucoup de texte, et essayer plutôt de développer à l'oral. Je sais pas du coup, vous pouvez d'ailleurs peut-être le dire dans l'onglet conversation, mais si ce terme low-tech déjà il vous parle ou pas, si c'est un terme que vous croisez souvent. Moi je ne vous connais pas, donc j'ai du mal à savoir un peu quelle est votre appropriation de ce terme ou votre approche par rapport à ça. En tout cas, pour introduire un peu cette thématique, moi j'avais envie de vous parler de la notion de récit, puisque en fait les récits sont partout aujourd'hui dans notre société. Notre fonctionnement collectif est basé sur des récits, qu'on parle de démocratie, d'un pays, de frontières, qu'on parle aussi de progrès, de techniques, de transition. Tout ça, c'est des récits. Et il y a évidemment quelque chose qui se joue de très très fort sur les récits liés à la transition énergétique, puisque on parle de l'avenir, on parle du monde de demain. Donc il y a énormément de visions qui se confrontent, et donc on est dans un contexte où la question de l'image, la question des imaginaires liés au futur est très importante, parce que c'est ça qui conditionne finalement notre façon d'agir aujourd'hui dans le monde et de mettre en place des transformations dans nos territoires. Donc on a un besoin d'évolution culturelle si on veut accompagner cette transition énergétique. C'est pas uniquement une affaire de techniciens, d'ingénieurs, c'est également une affaire d'êtres humains et de questions de vivre ensemble. Voilà, comment on fait pour donner envie d'aller vers cette transition énergétique. Il y a beaucoup de points qui sont assez bloquants, qui ont du mal à avancer, qui font qu'aujourd'hui les consommations d'énergie ont tendance plutôt à continuer à augmenter. Donc comment la low-tech peut nous servir peut-être à améliorer cette image de transition et à embarquer la population dedans. Donc dans cette image, on voit notamment à droite Corentin de Châtel-Perron, que peut-être certaines d'entre vous connaissent. C'est une des personnes, peut-être la personne qui a diffusé, démocratisé ce terme de low-tech, notamment en France, avec la création du Low-Tech Lab, qui est aujourd'hui un peu tête de réseau, en tout cas précurseur sur cette thématique des low-tech. Et puis, je pense que lui, il a participé à donner envie, et c'est pour ça que le terme s'est diffusé grâce à lui aussi,
parce que à travers un certain nombre d'expériences et beaucoup d'enthousiasme, il a réussi à montrer que d'autres façons de vivre étaient possibles. Il est connu d'abord pour avoir voyagé tout seul avec une poule sur un bateau. Et puis, il a développé petit à petit énormément de systèmes d'autonomie, de résilience, beaucoup d'expériences qu'il continue d'ailleurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de documentaires d'ailleurs autour des actions du Low Tech Lab qui sont hyper intéressants. Je vous invite à aller les voir. Et donc voilà, pour moi, la low tech, ça peut être une des façons de rendre un peu entre guillemets sexy la transition, et notamment par toute sa convivialité qu'elle peut apporter. Peut-être juste un élément de contexte sur la notion de transition énergétique en elle-même. J'aime bien m'appuyer sur ce schéma que peut-être vous avez déjà vu, qui a été proposé par l'association Negawatt, qui travaille sur des scénarios de transition énergétique et qui d'abord montre le constat actuel, qui est que bah, la transition, elle est complexe parce qu'on consomme énormément d'énergie et que les énergies renouvelables, à elles seules, ne peuvent pas suffire à transiter du système énergétique actuel à un autre, parce qu'elles ont un certain nombre de limites, et que donc on a intérêt à jouer également sur les questions de sobriété énergétique, qui constitue en fait le questionnement de nos comportements et l'adaptation de nos comportements, le questionnement de nos besoins notamment, l'efficacité énergétique, qui va être plutôt adapter nos systèmes, nos techniques pour pouvoir économiser un maximum d'énergie. Donc, si on prend l'exemple d'un bâtiment, par exemple, la sobriété, ce serait d'adapter la température de chauffage. L'efficacité, ce serait de, par exemple, isoler au mieux la maison pour avoir moins besoin d'apporter de l'énergie. Et puis les énergies renouvelables, elles vont pouvoir venir combler un peu le manque, enfin le reste d'énergie qui va toujours rester indispensable, puisque l'idée n'est pas d'arrêter de consommer de l'énergie, évidemment. Donc voilà, on pourra développer un peu plus sur cette notion de transition, mais l'idée n'était pas d'y passer trop de temps. En tout cas, pour faire le lien avec les low-tech, elles, selon moi, peuvent s'inscrire dans chacune de ces trois dimensions, puisque les low-tech, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à un système technique, mais aussi à une organisation, à un groupe de personnes, à une société, à une collectivité également. J'ai trouvé ce petit schéma qui me paraît assez intéressant parce qu'il permet de définir un peu la low-tech, qui peut être un terme un petit peu nébuleux, et d'ailleurs c'est normal puisque c'est une notion qui n'est pas figée. Quand on parle d'un objet, d'une technique, elle est plus ou moins low-tech. On peut pas dire forcément qu'il y a quelque chose de 100% low-tech, 100% pas low-tech. C'est une notion qui est assez subjective, qui est assez relative, mais il y a quand même des concepts qui encadrent les low-tech qui sont intéressantes à rappeler. Donc déjà, low-tech, c'est un anglicisme déjà, qu'on peut traduire par basse technologie, et donc qui historiquement est plutôt un terme qu'on oppose à high-tech, mais high-tech qui est aussi une notion assez relative finalement, mais tout de suite ça permet de voir un peu de quoi on parle. Ça concerne des techniques ou des savoir-faire, et puis en général on dit que ce sont des techniques ou savoir-faire qui doivent être utiles, accessibles et durables. Donc si on parle d'un produit, souvent c'est un peu plus simple de s'appuyer sur un produit pour en parler. On cherche quelque chose qui utilise une ressource au maximum, qui est locale, qui est plutôt facilement accessible. On cherche une technique qui va plutôt consommer peu d'énergie et qui ne va pas impacter l'environnement. On cherche une technique qui va être facilement fabricable, donc c'est-à-dire qui va pas avoir besoin d'éléments techniques trop importants dans son procédé de fabrication, et qui peut-être du coup va être appropriable par un nombre assez important d'individus et pas réservé à une spécialité de niche. On parle d'une technique qui peut être réutilisable, réparable, modulable, qu'on va pouvoir faire évoluer, et donc ça c'est aussi lié à son accessibilité évidemment. Le concept le plus simple possible, qui va pas faire appel à des matériaux, par exemple, complexes, qui sont difficiles à extraire, qui demandent beaucoup d'énergie, qui impactent l'environnement, etc. Puis aussi cet aspect convivial qui peut être du coup partagé, utile aussi, euh,
qui permet des échanges et qui joue également sur le lien social entre les individus. Et l'ensemble aussi de ces composantes font également que souvent ce sont des techniques qui sont assez accessibles d'un point de vue financier, plutôt à un faible coût. Alors, quelques exemples pour rendre un petit peu concret. C'est plutôt des exemples un peu bateaux, c'est-à-dire que quand on parle de low-tech, souvent c'est les choses dont on va parler en premier. C'est pas forcément uniquement ça, mais ça permet de voir déjà dans quel univers s'inscrivent les low-tech quand on s'y ouvre la plupart du temps. On a des outils de cuisson low-tech. En tout cas, nous, c'est ce qu'on utilise. Donc, c'est aussi pour ça que je vous en parle avec les vagabonds de l'énergie. Et c'est souvent une porte d'entrée pour les low-tech. C'est d'utiliser les énergies renouvelables directes, donc sans transformation, pour cuire des aliments. Donc, vous voyez tout en haut à gauche un rocket stove. C'est le nom le plus connu, mais le nom français, c'est un poêle dragon. Donc, ce sont des poêles à bois fabriqués avec des matériaux de récupération la plupart du temps. Donc celui que vous voyez sur la photo, c'est une bouteille de gaz récupérée qui fait le socle en bas. On a un fond de chauffe-eau qui supporte la plaque de cuisson. Et puis on a un demi-extincteur coupé derrière qui est la base de la cheminée. Et puis on a en dessous plutôt des outils de cuisson qui utilisent l'énergie solaire, où là on va utiliser la technologie de la concentration solaire avec des outils facilement constructibles comme celui qu'on voit tout en bas à gauche, un cuiseur solaire, des outils un petit peu plus complexes, celui qu'on voit au fond qui est également un cuiseur solaire, un four, mais là avec une ambition un peu plus importante en termes de performance, on va dire. Voilà. On peut avoir également dans le domaine de l'agriculture des systèmes qui permettent de s'adapter à différentes cultures et à des pratiques agricoles, artisanales, adaptées à des paysans. D'ailleurs, on a une super structure qui s'appelle l'Atelier Paysan et qui développe un certain nombre de machines avec les agriculteurs dans le but de répondre réellement à leurs besoins, au plus juste de leurs besoins. Donc ce type de machine que vous voyez là, qui est un peu surprenante, ça en fait partie. C'est des machines auto-construites qui sont en général uniques parce que chaque agriculteur a sa façon de travailler. On a également le déplacement qui est concerné avec le voilier qui est assez emblématique, mais finalement on peut aussi retrouver peut-être un objet un peu plus du quotidien de tout le monde qui est le vélo, qui est sans doute un des appareils les plus low-tech qu'on puisse avoir et qui est connu, utilisé plus ou moins par tout le monde. On a également la thématique de l'habitat qui est également concernée. Là, on a un exemple en haut à droite d'une tiny house qui est un lieu d'expérimentation qui a été mis en place par le Low Tech Lab en Bretagne et qui concentre tout un tas de petites expériences, de petites technologies les plus simples possibles et qui permettent de répondre à nos besoins du quotidien au logement. Donc se chauffer, avoir un toit sur la tête, se protéger, se nourrir, etc. Et puis on a également, tout en bas à droite, là c'est quelque chose de peut-être un petit peu moins connu, c'est une image qui représente alors c'est encore un anglicisme, le slow heat, donc la chaleur douce on pourrait dire, en tout cas quand on parle de chauffage, on a l'habitude de chauffer des espaces, des volumes, et alors qu'il y a plein d'autres façons de se protéger du froid, et notamment en se protégeant au plus proche de soi. Et ça peut permettre d'avoir un petit peu moins besoin de chauffer des locaux. Donc déjà en portant des vêtements qui gardent bien la chaleur. Et puis là, la personne qu'on voit, elle est installée sur un tapis de souris qui est chauffant. Et moi, pour l'expérimenter moi-même, en hiver, j'essaie de pas trop chauffer quand je travaille chez moi, mais le truc qui est très compliqué, c'est les mains, quand je suis en train de travailler sur l'ordinateur. Et donc ça peut être une solution. Donc voilà, on est plutôt sur des solutions techniques là. Juste pour faire un mot, élargir sur la production d'énergie, on peut s'interroger aussi sur si la low-tech s'y applique aux énergies renouvelables. Ici, c'est systématique. Et donc, pour revenir un peu sur cette notion de relativité sur une technique qui est plus ou moins low-tech, on peut prendre l'exemple du bois, par exemple, ou d'un poêle à bois entre un poêle à bûche, où on va pouvoir utiliser une ressource qui est très locale, très accessible, qu'on peut même couper, préparer soi-même. Là, on est sur un appareil qui est très low-tech. Si on passe au poêle à granulés, par exemple, eh ben, ce serait peut-être un petit peu moins low-tech, ou un petit peu plus high-tech, parce qu'on a un système avec un petit peu d'électronique. On est dépendant d'une industrie qui fabrique des granulés de bois.
Donc on doit se faire livrer ces granulés de bois ou aller les acheter. Voilà, on est un petit peu plus dans un système un petit peu plus technologique. Et pourtant, on pourrait se dire que, et ce serait juste, que le poêle à granulés est bien plus low-tech que tout un tas d'autres systèmes de chauffage, comme la pompe à chaleur qu'on voit ici, par exemple. Cette comparaison-là, elle pourrait s'appliquer un peu à tous les systèmes d'énergie renouvelable. Les énergies renouvelables ne sont pas forcément la panacée de la transition. Pour que, on va dire qu'elle serait compatible avec un esprit un peu low-tech, une énergie renouvelable aurait besoin d'être la plus locale possible, la plus maîtrisée par les citoyens, la plus cohérente par rapport aux besoins du territoire. Si je prends par exemple, on a un petit graphique, un petit schéma en bas qui représente une centrale de méthanisation. Et c'est une technologie qui est assez intéressante pour produire du gaz à partir de déchets végétaux, notamment, ou d'excréments d'élevage. Il y a des productions de biogaz à partir de méthanisation qui sont très locales, qui sont à taille relativement raisonnable, on va dire, et qui sont soit utilisées sur place, soit réinjectées sur le réseau. Et puis on a aussi des sites de production de biogaz qui sont immenses. Alors peut-être pas énormément en France, il y en a quelques-uns, beaucoup en Allemagne, et qui sont complètement démesurés et qui là amènent des pratiques un peu aberrantes d'aller faire venir des camions de très très loin pour apporter les intrants. Et on va se mettre du coup pour pouvoir en avoir tout le temps au maximum à dédier des cultures à ça, ce qui serait pas du coup la logique de dédier des cultures agricoles pour faire de l'énergie. En tout cas, c'est un sujet sur l'utilisation des terres agricoles. Donc voilà, encore une fois, sur tous les systèmes, on pourrait du coup euh, discuter, et la notion de low-tech, elle n'est pas si évidente à saisir dans le sens où elle peut être un petit peu floue de ce point de vue-là. Ah oui, je voulais vous parler je vais parler de Corentin de Châtel-Perron qui a plutôt fait connaître l'aspect pratique, l'aspect ludique, convivial des low-tech. Il y a aussi une autre personne qui a participé à faire connaître et à diffuser ce terme depuis un certain nombre d'années. Il s'appelle Philippe Buix et il a écrit un bouquin que je vous conseille fortement qui s'appelle L'âge des low-tech et qui pour moi permet d'élargir la pensée low-tech à tout un tas de systèmes et à notre société de manière générale et se poser la question comment la société elle peut évoluer grâce aux low-tech, comment les low-tech peuvent être au service d'une société plus soutenable. Et là où moi j'ai trouvé ce bouquin intéressant, c'est que finalement quand on rentre dans l'univers un peu des low-tech, on va tout de suite être dans le bricolage, dans le faire soi-même, dans l'expérimentation. Et moi-même, ça a été mon cas. Et du coup, pour moi, les low-tech, c'était des fours solaires et des poêles à bois et des vélos, pour la faire très simple. Et ce bouquin, je trouve qu'il permet de prendre du recul par rapport à cette thématique et se rendre compte que finalement, ce dont on a le plus besoin avec le prisme des low-tech, c'est peut-être d'avoir moins de high-tech. C'est-à-dire que aujourd'hui, la grosse problématique de notre système énergétique et de notre système de consommation en général, c'est qu'elle est basée sur des high-tech. Et si on veut pas que les low-tech soient juste finalement quelque chose de nouveau, mais qui viennent s'empiler par-dessus tout le reste, et ben les low-tech ont plutôt en fait besoin d'être un point d'appui, de réflexion sur questionner un peu c'est quoi le progrès, c'est quoi la technologie, c'est quoi ce dont on a besoin pour vivre correctement aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est très très dépendant de low-tech, d'high-tech, pardon. On est devenu très dépendant des high-tech et peut-être parfois pour des choses qui sont pas forcément, qui ne les nécessitent pas forcément. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de se poser cette question-là aussi en prenant un petit peu de recul. Et puis finalement, bah, on peut se poser la question euh, de nos besoins et puis bah, en quoi les low-tech peuvent nous aider à bien vivre ensemble. Et au-delà des aspects des besoins primaires, j'ai envie de dire, comment on peut s'épanouir correctement dans notre société, dans un monde qui est contraint par la raréfaction des ressources, par le changement climatique, par nos obligations, nos urgences écologiques.
et comment les low-tech peuvent du coup s'imbriquer un peu dans nos vies et amener de la convivialité tout en nous permettant de diminuer nos consommations d'énergie. Et cette image-là, qui est très fournie, vous voyez peut-être pas grand-chose, mais elle existe en version beaucoup plus détaillée sur le web, si vous voulez zoomer un peu dedans, provient d'un illustrateur qui est dans le nord de la France, qui s'appelle Vito, et qui travaille sur des projections du futur. Alors j'y reviendrai un petit peu plus tard sur la question des imaginaires aussi, mais voilà, lui, il permet de rendre un petit peu concret cette transition et de voir comment les low-tech peuvent aussi trouver leur place dans une commune, dans un village, dans un quartier, dans une collectivité, euh, et comment ça peut en fait concerner finalement toutes les composantes du bien vivre ensemble sur un territoire. On aura une autre illustration de Vito un petit peu plus loin dans la présentation. Alors, juste pour parler brièvement de ce qu'on fait nous chez les Vagabonds de l'énergie pour rendre les choses un petit peu plus concrètes en termes d'action. Nous, en fait, comme beaucoup de structures, on s'aperçoit que l'écologie moralisatrice, donneuse de leçons, a beaucoup de limites, c'est-à-dire va être intéressante pour un certain nombre d'individus, mais ne va pas parler à la majorité de la population. Donc, ce qu'on a choisi d'explorer chez les Vagabonds de l'énergie, c'est pouvoir faire de la sensibilisation à la transition énergétique, mais via un prisme très ludique, très accessible, et sans forcément même nommer les choses, sauf si les échanges qu'on a avec les personnes qu'on reçoit nous y amènent. Mais donc nous, ce qu'on fait avec les low-tech, c'est des ateliers de cuisine. En gros, c'est pas plus que ça. C'est-à-dire qu'on met en place des ateliers où on va se partager des recettes, on va tester des choses, on va expérimenter, on va passer un bon moment avec les personnes auprès de qui on intervient, et puis on va tous participer au même niveau. Quand on parle de cuisine, surtout en France, ça marche bien, mais on a tous plein de choses à s'apprendre les uns les autres. Donc ça permet de casser un peu ce côté position un peu dominante de la personne qui intervient, qui arrive avec son savoir-faire et puis qui va raconter des choses à tout le monde. Il y a vraiment un échange qui se fait qui est assez intéressant. Donc on utilise nos outils de cuisson et de conservation des aliments avec l'énergie solaire. Donc j'ai parlé un peu du cuiseur et du grand four solaire tout à l'heure que vous retrouvez ici. On a également au centre un petit peu avec les bandes un peu noires qu'on voit verticales. C'est un séchoir solaire qui permet de déshydrater des fruits, des légumes, des herbes, des champignons. Et puis à gauche, la petite boîte en bois qu'on voit avec 2 livres dessus, c'est une marmite norvégienne qui permet de conserver au chaud une boisson, par exemple, ou de finir une cuisson. Donc plutôt que de laisser un plat mijoter pendant 1 heure sur un feu doux, eh ben, on peut le monter à ébullition et le placer dans cette marmite. Il va continuer à cuire à feu doux, sans feu, sans apport d'énergie supplémentaire. Donc nous, dans les ateliers cuisine qu'on met en place, on privilégie dès que possible la cuisson au solaire, parce que c'est évidemment l'énergie renouvelable idéale, dans le sens où elle émet aucune pollution locale, elle est 100% gratuite, elle ne s'épuise pas quand elle est présente en tout cas. Et puis quand c'est pas possible, on utilise l'énergie du bois avec les fameux poêles roquettes dont je vous parlais tout à l'heure, avec des versions dans lesquelles on peut glisser une gamelle, avec des versions plancha ou wok qui permettent de cuire à peu près tout ce qu'on veut. Il y a aussi des versions four qui existent. Et donc, avec ça, il y a énormément d'expérimentations possibles à mettre en place. Et le côté ludique, là, peut parler à tout le monde. On arrive, quand on intervient auprès de structures, en tout cas autour de nous, à rassembler des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, et tout le monde participe à sa façon, en général, aux ateliers de cuisine. Alors, j'avais cette petite slide que j'avais envie de mettre pour un petit peu apporter une critique un peu sur les low-tech. En France, en tout cas, ça a été observé que les low-tech ont été massivement appropriés par le cercle des ingénieurs en France. Et cette photo, je l'ai trouvée sur Internet en tapant, je sais plus, je crois que j'ai tapé juste low-tech sur un moteur de recherche. Et à peu près, je pense, les 30-40 premières images avec des personnes qu'on trouve, ce sont en général des personnes comme moi, c'est-à-dire des hommes blancs,
30, 40 ans, qui ont l'air très à l'aise avec la technique. C'est très rare de voir d'autres types de personnes ou des femmes, en tout cas sur les photos qu'on voit sur Internet. Et ça correspond quand même à une certaine réalité que, qui aujourd'hui fait que bah, on a du mal dans le monde des low-tech, en tout cas, à diffuser ces techniques-là, parce que bah, le bricolage, c'est pas forcément quelque chose qui est dans la culture de tout le monde. Pour être à l'aise avec des notions techniques, c'est pas du tout si simple. Et donc, on peut facilement avoir quand même un décalage entre des personnes qui se sentent légitimes et qui facilement prennent l'initiative de fabriquer un certain nombre de choses, de se mettre en avant, et puis des personnes pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Donc du coup, il y a aussi une vision qui permet de réfléchir un peu à ça en se disant que il y a un risque que la low-tech finalement ce soit une forme de technosolutionnisme comme on peut avoir avec la high-tech, avec certains discours, je sais pas, sur la géo-ingénierie quand on parle de changement climatique. En tout cas, on a ce risque que la low-tech, ça devienne un truc de niche qui correspond qu'à un petit groupe de personnes qui se font plaisir et qui partagent un certain idéal de vie, mais qui finalement reste un peu dans son coin. Donc il y a vraiment cette question de comment on fait pour que la low-tech ce soit un point d'appui pour la transition et qui puisse être ouvert à tout le monde. Alors j'ai déjà un petit peu évoqué, ça va un petit peu avec cette réflexion d'ailleurs, mais la question des besoins, souvent on se base sur cette fameuse pyramide de Maslow que tout le monde connaît, et on parle à travers ça souvent de ce à quoi peut répondre la low-tech, en disant que la low-tech doit répondre à des besoins primaires, des besoins de base, comme manger, dormir, se chauffer, se loger, se déplacer, etc. Euh, et en fait, on se rend compte, en tout cas en France, c'est pas du tout le cas dans d'autres régions du monde où on aurait de la réflexion complètement différemment, mais en France, on a quand même cette réalité qu'aujourd'hui, en fait, il y a déjà tout ce qu'il faut pour répondre à ces besoins-là. Il y a déjà des infrastructures, on a presque tous de l'électricité, de l'eau, du chauffage chez soi, accès à des transports en commun, accès voilà, à de l'énergie. Et donc, finalement, on pourrait se dire à quoi vont bien servir les low-tech, comment elles vont pouvoir s'intégrer dans ce système-là, euh, alors qu'on n'en a pas besoin, quoi. Il y a déjà à peu près tout ce qu'il faut. Donc ça va fonctionner pour les quelques personnes qui se sentent, à qui ça parle, donc ces fameux ingénieurs ou personnes un peu de la nouvelle génération, un peu connectées au sujet de l'écologie et qui cherchent d'autres formes de faire ensemble. Mais peut-être que si on reste là, finalement, bah en fait, on va pas toucher grand monde, parce qu'on est déjà dans un système où tout fonctionne à peu près bien, quoi. Donc, une réflexion, ce serait de se dire bah, comment en fait la low-tech peut-être peut répondre à d'autres besoins et pas juste uniquement le besoin de manger ou de dormir ou de se déplacer. Et peut-être la low-tech a un rôle à jouer dans l'émancipation de certaines populations, dans la convivialité qu'on peut avoir, dont on a besoin pour être ensemble, dans le besoin de s'accomplir et de développer un vivre ensemble qui soit de qualité. Donc peut-être que en voyant sous ce prisme-là, également, parce que évidemment que ça peut aussi répondre à nos besoins, on peut adapter la low-tech finalement à nos territoires. Quelques illustrations encore de ce que ça peut donner quand on intervient auprès du public. Donc, bah, c'est des ateliers cuisine en général, voilà. Donc, vous découvrez peut-être pas grand-chose. L'idée, c'est de se mettre autour d'une table, d'échanger, de discuter, d'expérimenter ensemble. Là, la photo qu'on voit, la plus grande, c'est on était dans un centre social en train de préparer des clayettes à découper des fruits, des légumes qu'on a mis après au séchoir solaire, séchoir qu'on a laissé dans le centre social quelques semaines, quelques mois pour que les personnes puissent se l'approprier, tester des choses avec. Et puis on intervient comme ça plusieurs fois auprès de ce type de structure avant de proposer, pourquoi pas, qu'il y ait un atelier de bricolage qui se mette en place pour fabriquer et que, et que la structure s'équipe après avec ces outils-là. C'est un peu la démarche qu'on essaie de développer. Euh, et bah, sur la métropole de Rouen-Normandie, là où on est le plus actif, eh ben, on est depuis 1 an et demi, 2 ans en train d'expérimenter un peu une démarche pour essayer de diffuser la low-tech,
tout en ayant toujours en tête ce danger, enfin ce risque que ça reste un peu de l'entre-soi, donc en essayant d'expérimenter au maximum de l'ouverture vers tous les publics. Et donc la démarche, elle se décompose un peu comme ça. C'est d'abord du faire et du vivre ensemble, passer du temps avec les habitants du territoire, en s'appuyant sur des maisons de quartier, sur des centres de loisirs, sur des centres sociaux, expérimenter les low-tech ensemble. Donc ça, c'est plutôt les deux photos qu'on voit à droite. Donc c'est faire des ateliers de découverte, concrètement. De la dégustation, beaucoup. On s'amuse beaucoup avec les enfants, à leur bander les yeux, à leur faire goûter des choses, à leur faire deviner des saveurs. Et on s'est aperçu que, bah, en fait, si on prend le temps de faire cette démarche-là, et il faut accepter qu'elle prenne du temps, parfois c'est un peu frustrant, mais c'est comme ça, ça prend du temps de créer du lien avec tous les publics. Mais si on prend ce temps-là, eh ben, on crée de l'envie, on crée de la convivialité, et derrière, ça découle tout seul, c'est-à-dire que bah, en général, la demande vient des gens directement. Bah, on aimerait bien fabriquer ça pour le centre, on aimerait bien pouvoir en avoir un tous les jours et que ça puisse nous servir. Comment ça peut se passer? Et puis bah, là, on met en place un atelier de fabrication d'outils. L'outil va être décidé en fonction des envies, en fonction des possibilités aussi, évidemment. Et puis, bah, les ateliers de fabrication sont évidemment ouverts et partagés avec le public. Et donc, les personnes mettent la main à la pâte. Et donc, c'est ce qu'on voit là sur les photos plutôt en haut à gauche. Euh, et donc, bah, Clément? sur la métropole de Rouen, on est intervenu auprès de centres sociaux. On travaille avec des épiceries sociales et solidaires. Euh, on travaille avec des maisons de quartier. L'idée étant de s'adapter à un maximum de typologies de personnes possibles. On travaille aussi avec des associations qui font des colos en forêt. On travaille avec des mairies directement, euh, etc. Tu voulais intervenir, Julien? Ouais, juste relayer une question. Déjà remercier Célien qui nous fait part, je ne sais pas si tu es au courant, mais d'un appel d'offres de l'ADEME qui s'appelle Urbalotech. Donc, il nous a passé un lien là-dessus. Donc, je ne sais pas si tu connais cet appel d'offres, cette ressource-là qui est dans la librairie ADEME. Voilà, Alors, je la donc connais. remercie. Ouais, parce que je pense qu'elle est Ouais, localisée, à mon avis, elle doit être régionalisée. Mais on a aussi, nous, des systèmes d'appel à projet avec l'ADEME sur les low-tech en Normandie, mais ça ne nomme pas ok. pareil. Donc, Bah, je pense. à l'occasion, voilà, à l'occasion, tu pourras peut-être regarder et apporter peut-être un éclairage là-dessus, dans un deuxième temps, bien sûr. Et puis relayer. Ah oui, c'est Céline, hein, c'est pas Célien. Je me disais aussi Célien, c'est un chouette prénom. Mais... Oui, c'est On a une question de François Parcy sur un peu l'échelle des tests. Est-ce que du coup, parce que là, les échelles sont quand même assez modestes, est-ce que par exemple, vous êtes allé sur des choses à plus grande échelle, comme un repas de cantine, par exemple? Alors, bah, c'est une très bonne question. Pour l'instant, pas trop. On le fait un peu à travers, je vais en parler un petit peu plus loin, mais à travers d'un festival qu'on organise, qui accueille quelques milliers de personnes maintenant, et donc sur lequel on développe, nous, de la restauration collective. Mais en fait, c'est pas si simple. Ça existe. Nous, on le fait pas, mais il y a des structures qui le font. C'est déjà arrivé qu'on voit des énormes rocket stoves friteuses qui permettent de nourrir des centaines de personnes. Il y a des choses qui existent comme ça. C'est pas si simple parce que notamment pour juste une question de normes, en fait, les normes d'hygiène à respecter sont pas du tout les mêmes quand on fait un atelier de découverte avec du public ou quand on fait de la restauration collective. Donc c'est pas du tout si simple que ça d'adapter des systèmes low-tech auto-fabriqués à de la restauration collective. Il faut faire certifier des outils qu'on a fabriqués soi-même. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Et mais par contre, c'est pas du tout impossible. Il y a des choses qui existent, il y a des outils qui se développent. Et le four solaire industriel avec tous les miroirs que vous avez pu voir, il peut répondre à ça. On a également, je vous en parlerai plus tard, mais en Normandie, des tests de friteuses, mais qui seraient un peu appropriables par l'industrie et qui puissent être quand même dupliqués, mais avec un système low-tech, et qui du coup seraient des équipements aux normes. Mais on a cette limite des normes qui, pour l'instant, nous, à l'échelle d'une petite association, nous coince un petit peu. On s'y prépare, mais ça prend un peu de temps.
Et juste pour compléter du coup ce qu'on fait sur la métropole de Rouen, pour compléter les ateliers et la fabrication, c'est la mise en place de filières de distribution d'invendus. Là, on travaille avec le mine de Rouen et avec notamment le Landes, qui est un peu le réseau national des épiceries solidaires, qui nous permet de récupérer tout un tas d'ingrédients et après de les diffuser dans les différentes structures et de mettre en place petit à petit des circuits de distribution d'invendus. Permettre aussi de valoriser une ressource qui serait perdue et après qui peut être cuisinée tant qu'elle est encore utilisable ou déshydratée, séchée et conservée grâce aux séchoirs solaires notamment. Ça, c'est encore des choses qu'on expérimente. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est pouvoir revenir vous parler dans 2 ou 3 ans quand on aura pas mal avancé. On est encore un peu, nous, au début de cette démarche. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Ça fait 2 ans à peu près, ça fait plus de temps que ça qu'on est sur les low-tech, mais c'est des démarches d'appropriation collective et mettre ça en place sur un territoire, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, peut-être vous serez un peu frustré sur les finalités, sur ce qu'on arrive à en sortir parce qu'on est encore en plein dans l'expérimentation. On fait un peu la même chose avec la commune de Sotteville-lès-Rouen spécifiquement, qui est aussi sur la métropole de Rouen, mais on travaille avec la commune, où là, on a d'abord travaillé sur des ateliers d'échange autour des consommations d'énergie avec les habitants, sur leurs factures, sur leur confort à la maison, sur comment économiser l'énergie, comment choisir son fournisseur d'énergie. Des questions qui sont très concrètes et qui sont pas toujours faciles à traiter au quotidien pour tout le monde. Et puis après, on a aussi fait des ateliers de cuisine. Et puis là, on s'appuie aussi beaucoup sur des événements communaux, des fêtes populaires sur lesquelles il y a énormément d'habitants qui ont l'habitude d'aller. Et il y a un peu cette idée de créer une culture collective des low-tech en étant présent, en partageant sur un certain nombre d'événements publics. On a également pu expérimenter, on est en train d'expérimenter avec cette commune aussi la sensibilisation des élus pour pouvoir essayer d'infuser cette démarche au sein de la collectivité et qu'elle soit appropriée au sein des services de la mairie, ce qui est aussi pas forcément toujours très facile. Avant de parler plus spécifiquement des collectivités, parce que c'est quand même votre sujet et on va s'y pencher un petit peu plus, je voulais vous parler reparler un peu de cette question des imaginaires du futur, parce que pour moi, elle est centrale et la diffusion des low-tech sur un territoire, elle peut pas fonctionner si elle s'inscrit pas dans une vision de comment on peut imaginer notre vivre ensemble et donc comment la ville peut s'adapter à des consommations d'énergie réduites, à un mode de fonctionnement qui soit plus simple. Et donc pour ça, bah, on met aussi en place des ateliers de réflexion autour du futur, qui prennent souvent la forme d'ateliers d'expression artistique qu'on fait avec tous les publics, avec des jeunes, mais aussi avec des adultes. Euh, et donc, bah, en général, dans ces ateliers, on fait le constat déjà que les imaginaires du futur, aujourd'hui, ils sont un peu coincés sur une vision un peu négative du futur. Quand on regarde les films de science-fiction, tout ce qui est proposé par la littérature, on est beaucoup dans la dystopie, dans des images assez sombres du futur. Et aujourd'hui, les visions du futur, en gros, c'est soit de toute façon on est foutu, donc bon, à quoi bon? Ou soit de toute façon l'être humain a toujours réussi à s'en sortir et à s'adapter, donc laissons les choses faire, ça va le faire. Et, et à ce récit un peu de, bah, on est aussi capable de construire une nouvelle société ensemble qui nous convienne à tous, qui existe, mais qui a un petit peu de mal à percer. Donc on essaye à travers des ateliers d'en parler et d'explorer un peu les possibles déjà en partageant ce qu'on a tous, chacun, chacune dans la tête sur nos imaginaires du futur. Il y a plein de façons de faire ces ateliers. Un atelier qui existe et qui est diffusé dans la France entière et même qui s'exporte maintenant dans d'autres pays, c'est la fresque des nouveaux récits, qui qui permet vraiment de faire ce constat-là déjà que les récits sont partout, qu'aujourd'hui le récit qui domine la société, basé un peu sur le consumérisme, n'est pas tout à fait compatible avec la notion de limite planétaire, en parlant notamment de limites physiques et de ressources. Et puis également que les récits, c'est un point d'appui hyper puissant et c'est un moteur d'action en fait, puisque quand on imagine quelque chose du futur ou quand on se projette dans un récit qui nous donne envie, et ben ça peut nous permettre de nous mettre en action pour essayer qu'il arrive vraiment ce récit, qu'il existe. Voilà, et je voulais vous parler aussi du festival qu'on organise, non pas pour en faire la promo ou pas que, parce que c'est un peu le cas aussi, il a lieu dans 2 semaines à Rouen, mais également parce que pour nous, c'est un point d'appui qui rentre tout à fait dans cette démarche d'imaginaire du futur. À travers des événements, pouvoir un peu matérialiser, pouvoir faire prendre forme à cet imaginaire positif, convivial, cohérent avec nos questions écologiques
Et donc, on a développé ce festival, les chemins de travers, qui tente un peu de s'écarter du chemin tout tracé de la consommation. C'est un peu de là que vient le titre, un peu aussi de l'ADN des Vagabonds de l'énergie, qui est un collectif de voyageurs à l'origine, et le voyage, du coup, fait partie de cet événement. Mais là, dans cet événement qui dure 3 jours, on a une effervescence un peu de bricolage, de trucs loufoques, rigolos, d'expériences pour petits et grands. Et puis, on est sur les quais de Rouen, un endroit qui est promené par toute une population assez variée. Et on fait tout, en tout cas, dans ce festival pour que les populations se croisent et se mélangent et qu'on soit pas dans de l'entre-soi. On y arrive un peu. Alors évidemment, il y a le réseau des écolos de Rouen et qui sont là, et c'est très agréable de les avoir avec nous. Mais on constate qu'il y en a aussi une population très variée qui découvre un peu ces thématiques-là. Et on sait très bien que des populations qui sont pas connectées à ces sujets-là, bah, si on les amène avec une fresque du climat, qui est d'ailleurs un outil très bien, nous on l'utilise aussi, mais qui a ses limites, ou avec un discours moralisateur, c'est sûr qu'on jamais on les embarquera dans cette aventure de la transition. Alors qu'avec des activités très ludiques, joyeuses, partagées, avec un moment convivial où on va bricoler, découvrir un truc et puis profiter d'un spectacle et d'un concert le soir, sans forcément parler d'écologie, et bah, on a vécu une expérience qui peut après bah, être une graine. Hein. Nous, notre boulot, c'est de semer des petites graines un peu partout, de variétés différentes, et puis après d'espérer que ça pousse. Mais en tout cas, on insuffle quelque chose. Et l'idée, c'est que les gens repartent avec le sourire, un bon souvenir de l'expérience vécue. Et moi, je considère que sur toutes nos expériences liées à la transition, on a besoin qu'elles soient comme ça, parce que c'est un sujet qui est pas facile, qui est un peu lourd, qui nous dépasse, qui est un peu plombant. Et si on reste coincé dans cet imaginaire un peu négatif, on va pas s'en sortir, quoi. Je voulais vous parler aussi de Néoloco, qui est juste à côté de Rouen et qui est un gros point d'appui pour nous. Je vois que le temps passe et que je parle beaucoup, donc je vais essayer d'aller vite. Arnaud, que vous voyez à l'image, qui est un des fondateurs à l'origine des Vagabonds de l'énergie en 2009 et qui aujourd'hui est à son compte, avec un four solaire un peu équivalent au nôtre, et qui lui est le premier boulanger torréfacteur solaire d'Europe. Donc on a la chance d'avoir un peu une star locale dont vous avez peut-être entendu parler. Et lui, il développe une façon de travailler avec l'énergie du soleil, avec le bois aussi pour la boulangerie, mais toute la torréfaction est 100% solaire. Et donc il développe une façon de travailler qui est dépendante du soleil. Donc lui, son planning de travail, eh ben, il évolue en fonction de la météo. Il peut pas être décidé à l'avance. Et il diffuse à travers son activité la méthode TELED, qui est en fait ce qui lui vit au quotidien, c'est-à-dire de concentrer les tâches énergivores lorsque l'énergie est disponible. On a l'habitude que l'énergie soit tout le temps là en appuyant sur le bouton. euh, et en fait, ça nous a donné dans une certaine forme de facilité par rapport à la consommation d'énergie. Or, on en consomme trop. Donc, une des façons d'adapter nos consommations d'énergie, c'est de les concentrer sur l'énergie quand elle est disponible. En tout cas, quand on parle d'énergie renouvelable, et c'est ce qui est l'exemple le plus facile à comprendre, bah, comment on fait pour concentrer tous nos besoins en énergie la journée quand l'énergie renouvelable est disponible. Donc, il a développé cette méthode TELED qui peut s'appliquer à des entreprises, à des collectivités également. Je ne vais pas en parler beaucoup plus parce que je suis pas assez calé sur le sujet, mais en tout cas, Arnaud, avec certains de ses collègues, met en place des formations de sensibilisation pour diffuser cette méthode et voir comment ça peut s'appliquer à des systèmes très concrets dans l'industrie notamment. Et donc, c'est intéressant parce que là, on a cette notion de changement d'échelle qui commence un petit peu à arriver. On travaille également avec une entreprise du coup qui s'appelle CPM Industrie, qui est à côté du Havre, qui fabrique des fours solaires notamment. C'est pas du tout son activité d'origine, qui est une boîte de chaudronnerie, qui déjà dans son ADN cherche à être assez exemplaire d'un point de vue écologique, et qui s'engage de plus en plus autour des low-tech. Et avec eux, on a été co-lauréat d'un appel à projet de l'ADEME également, sur le Vélio, qui est un système qu'on voit à droite, qui est un système de déplacement qui fait partie des véhicules, de la catégorie des véhicules intermédiaires. Donc c'est un vélo électrique, mais un peu plus, on va dire. Et là, CPM Industrie s'est engagé dans une démarche de conceptualisation d'un système qui peut être reproductible et avec des ateliers ouverts au public, que nous, on va pouvoir animer avec les Vagabonds de l'énergie. Et l'idée, là,
c'est aussi de faire un pont entre l'industrie et les citoyens et de voir comment il peut y avoir des synergies, des façons de fonctionner ensemble. Voilà, je développe pas plus parce que je vais être trop long. Tac, tac. Voilà, je voulais finir par passer un petit peu de temps sur ce document qui vous est à disposition, qui vous est destiné, qui a été mis en place par le labo de l'ESS en 2022 et qui s'appelle Vers une politique publique low-tech à l'échelle urbaine. Parce que on peut parler de low-tech dans tous les sens, c'est pas toujours évident de voir comment on peut s'approprier cette thématique-là, comment ça peut se matérialiser sur un territoire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans une collectivité. Et ce document, il permet un petit peu de décrypter ça. Il n'est pas trop long, il est assez accessible, il va à l'essentiel, il est très intéressant. Je vous invite vraiment à le parcourir. Je vais vous donner quelques éléments qui en ressortent et qui sont déjà assez intéressants, je trouve, à partager là. Il est construit en 3 axes. Le premier, qui permet de se poser la question pourquoi déjà inscrire ma ville ou mon agglomération dans une démarche low-tech. Et donc là, le document développe un peu des notions de, déjà la low-tech, ça permet de porter localement une réflexion sur la place des technologies en ville et de s'interroger sur nos besoins. Donc, est-ce qu'on a besoin de high-tech? On parle pas mal de smart city. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est utile? Dans quel cas oui, dans quel cas non? Euh, voilà, la low-tech va aussi permettre de développer une certaine autonomie, petit à petit, à l'échelle du territoire. On parle d'autonomie, on peut parler de résilience aussi, qui est un terme qu'on entend de plus en plus, à travers la sobriété énergétique, consommer moins d'énergie. La low-tech, ça peut permettre aussi de développer une relocalisation d'activités. Si notamment on développe des activités plus manuelles, manufacturières, du coup on va relocaliser certaines compétences. Donc on va pouvoir valoriser aussi des compétences locales qui existent et qui sont déjà sur le territoire et peut-être les développer un peu plus. On peut également, les low-tech sont aussi un point d'appui pour renforcer le lien social avec tout cet aspect un peu convivial, les réseaux d'entraide à l'échelle d'un territoire également. Et puis globalement la diffusion de connaissances et de compétences, et puis la coopération entre différents acteurs. Ça peut être un point d'appui pour tout ça. Parce que la low-tech, comme on a vu tout à l'heure avec le poil que je vous ai présenté, avec c'est de la récup à droite à gauche. Donc en fait, ça demande de se connecter avec des structures qui ont des appareils et qui les jettent. Ça demande de mettre en place des filières pour pas que ce qui est utile soit jeté. Donc on travaille avec les déchetteries, etc. Et donc il y a énormément de choses à faire pour déjà valoriser l'existant et valoriser la matière. La démarche low-tech, elle peut permettre aussi d'accompagner la mise en place d'une démarche de transition énergétique plus large et notamment transversale entre différentes politiques publiques. C'est-à-dire que comme ça peut s'appliquer à des techniques, mais aussi à des systèmes, à des organisations, en fait, la low-tech, elle peut s'infuser dans tous les secteurs d'activité et donc dans tous les domaines de la collectivité également. On pourrait se dire que tous les services d'une collectivité peuvent être concernés par cette démarche et pourraient mettre des choses en place. Et puis évidemment, la low-tech, c'est également des sources d'économie financière, puisque en mettant en place des systèmes pour réduire la consommation d'énergie, on a également cet aspect-là qui n'est pas négligeable. Et certaines collectivités qui sont déjà un peu branchées sur les low-tech ou qui, en tout cas, ont pris à bras-le-corps cette question de la transition énergétique en développant les énergies renouvelables locales depuis un certain nombre d'années, ont moins subi les dernières crises de l'énergie. Je pense notamment à une commune chez nous qui fait assez référence, peut-être vous connaissez, qui s'appelle Malonnet, qui est dans la métropole de Rouen et qui fait figure un peu de précurseur sur la mise en place d'initiatives locales et citoyennes autour des énergies renouvelables. Il y a plein de choses intéressantes à aller voir de leur côté. Il se trouve qu'on a fait, juste, je t'interromps, on a fait un webinaire avec la e-communauté avec Laurent Fucien, je ne sais pas si tu le connais. Ah bah oui, C'est tout à fait. le test de Malonnet. On était plus sur l'autoconsommation à l'échelle d'un territoire. Effectivement, Malonnet, c'est incroyable. Ouais, c'est un C'est super vraiment... territoire d'expérimentation Ouais. et qui est très très dynamique. Et du coup, c'est un des exemples. Enfin,
On a besoin d'exemples quand on parle de récits. On a besoin de récits sur lesquels s'appuyer. Donc, il faut des pionniers. Les pionniers, c'est peut-être Malonnet, mais c'est peut-être vous aussi à travers vos projets. Et que, Ah ouais, il y a cette... Il y a Angouel aussi, bien sûr, que Ouais, tout le monde connaît. Puis il y a ce village aussi en Alsace, je me souviens plus du Mürskestein ou je sais plus. On les a c'est eu ça. avec Vanessa. C'est ça, on les retrouve un peu Euh, partout. Mais d'ailleurs, c'est peut-être pas une si bonne nouvelle, parce que si on les retrouve partout, ça veut dire qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est des exemples qui sont hyper intéressants et qui sont des points d'appui qu'il faut avoir. Deuxième point, c'est s'appuyer sur la démarche de l'ESS pour diffuser les low-tech. Ou en tout cas, pourquoi l'ESS peut être un point d'appui pour diffuser les low-tech. Et donc, on voit dans cette partie que déjà, il y a beaucoup de structures de l'ESS qui sont en fait, parfois même sans le savoir, en fait, dans une démarche low-tech, les revendiquer, pas forcément, et elle est peut-être même pas consciente parfois. Euh, Tout le réseau des ressourceries fait évidemment partie de cette démarche low-tech et n'a pas forcément été développé dans cette volonté-là, mais en tout cas, on fait partie. On peut penser aussi à tout un tas d'associations ou de clubs, et il y a plein de savoirs à valoriser. Par exemple, un club de couture est complètement low-tech et hyper pertinent dans le transfert de savoir-faire, dans l'augmentation de la durabilité des objets qu'on a, etc. Donc, il y a déjà plein de choses qui existent. Et ça peut montrer que la low-tech, c'est un concept qui est un petit peu nouveau, qui est un peu techno, qui est un peu moderne, mais qui correspond finalement à énormément de choses qui existent déjà. L'économie sociale et solidaire a pour objectif notamment de répondre aux besoins locaux. Donc en fait, il y a une pertinence déjà toute trouvée sur le lien avec les low-tech. Euh, et puis, il y a tout cet aspect aussi recherche enfin, la lucrativité qui est encadrée, le profit qui est limité dans les structures de l'ESS. Donc, ça amène forcément des projets qui sont au service de l'intérêt général, de l'intérêt collectif, et qui peuvent facilement, du coup, également se connecter avec l'univers des low-tech. On a également, comme c'est beaucoup le cas dans les structures de l'ESS, beaucoup de coopération territoriale, de liens entre acteurs locaux. Et la low-tech a besoin de ça aussi pour fonctionner. Donc, c'est un point d'appui qui est indispensable. Sans les acteurs de l'ESS, la low-tech n'aurait presque pas de sens, j'ai envie de dire. Et puis, le document donne un peu aussi une marche à suivre. Par où commencer? Comment on peut impulser un peu cette démarche low-tech sur un territoire? Alors, c'est assez classique, mais ça peut démarrer par un diagnostic. Et le diagnostic, il permet notamment d'évaluer un peu secteur par secteur de la collectivité. On en est où? En gros, déjà, c'est quoi nos dépendances au high-tech? Quel est là quel est l'endroit où on consomme le plus d'énergie? Quel est là où on a besoin d'agir? Et donc ça va permettre d'identifier les potentiels les plus importants de transition. Donc, c'est-à-dire là où on va avoir de l'impact à mettre en place une démarche low-tech. Qu'est-ce qu'on peut simplifier? Qu'est-ce qu'on peut mutualiser? Peut-être avec d'autres territoires également. Et puis ensuite, une démarche de concertation locale qui va permettre d'impliquer les habitants. Évidemment, ça, c'est une démarche qui est forcément indispensable et qui n'est pas du tout évidente à mettre en place, mais qui est indispensable et qui prend du temps et qui peut être faite de plein de manières différentes. Dans la démarche également, il est hyper intéressant du coup de cartographier tout ce qui existe déjà, valoriser les initiatives qui sont déjà en place sur le territoire, ce qui va permettre derrière de faciliter la mobilisation des forces vives et, euh, et du coup de pouvoir faire appel à des structures qui sont installées localement. Si elles sont déjà identifiées, cartographiées, valorisées, il y aura beaucoup plus de facilité à les embarquer dans la démarche et dans l'aventure. Et puis derrière, une fois qu'on a fait tout ça, c'est beaucoup plus facile de pouvoir imaginer un plan d'action concret euh, qui va s'adapter au développement économique du territoire, qui va concerner l'urbanisme et l'habitat, qu'est-ce qu'on fait dans les quartiers, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les habitants dans la transformation des espaces de vie communs, comment on accompagne les habitants dans l'habitat aussi, dans leur changement de pratique, dans l'anticipation sur l'augmentation des prix de l'énergie, etc. L'environnement et le cadre de vie, comment on fait évoluer la voie publique, les espaces communs, la mobilité qui est évidemment hyper importante sur cette thématique des low-tech, comment on aménage des pistes cyclables, mais ça ne s'arrête pas là évidemment, mais c'est quand même un élément essentiel
comment on laisse de la place aux piétons, aux vélos, aux trottinettes, maintenant avec toute cette intermodalité. Voilà, comment petit à petit on arrive à peut-être se rendre moins dépendant de la voiture en ville, mais du coup mettre en place d'autres systèmes. Et la low-tech peut nous permettre de réfléchir à ça. Et puis, il y a tout cet aspect également culture, éducation, récit. Donc, comment on agit dans les écoles, comment on agit dans les médiathèques, les centres sociaux, les centres de loisirs, comment on parle avec la population de ce genre de sujet. Donc, c'est pas évident parce que ça demande un peu à toutes les strates de la collectivité d'incarner cette dynamique low-tech et en essayant d'éviter le piège que ça reste entre les quelques personnes qui sont très motivées dans la collectivité pour le faire. Comment on arrive à embarquer tout le monde là-dedans? Et c'est sans doute le défi le plus compliqué de cette histoire-là, euh, et qui, du coup demande du temps forcément, mais qui demande de développer une vision du futur, une vision de l'avenir qui soit partagée. Ça peut se faire tous ensemble. Et c'est un travail qui est à faire tout le long d'une démarche de transition énergétique, évidemment. Je vois qu'il est midi déjà, donc il nous reste une demi-heure. J'ai pas mal parlé. Je vais m'arrêter ici. Et donc, je vous remercie déjà pour votre attention. Et je finis avec cette petite illustration, encore une fois, de Vito. Je vous invite vraiment à aller voir le travail qu'il fait, puisque notamment sur un territoire, il est capable de dessiner le territoire tel qu'il est actuellement, vu de dessus, de travailler avec les habitants, et puis de dessiner le territoire vu de dessus, tout pareil, mais dans le futur, à quoi il pourrait ressembler. Et ça, pour moi, pour les collectivités, ça peut être un point d'appui hyper puissant pour donner envie d'agir. Voilà, je m'arrête. Eh ben, vraiment merci Clément. T'avais peut-être la pression, mais du coup, tu as été largement à la hauteur. Enfin, je trouve c'était très agréable de t'écouter. Tu parles de récits. Il y a une autre personnalité publique qui parle beaucoup de récits qui s'appelle Cyril Dion. Ouais. Et je ne sais pas si les participants sont d'accord avec moi, mais il y a une petite ressemblance, en particulier dans la voix, qui est du Ah coup bon? Ah, d'accord. très, qui te donne beaucoup de légitimité sur, encore plus même, je dirais, sur le sujet. Et vraiment merci. Et on comprend la complexité. Finalement, on est dans des low-tech qui paraissent simples, mais finalement, la complexité, elle est plus dans l'acceptabilité, dans la diffusion, dans sortir de son quant à soi, dans se projeter dans des récits. Mais ça, on le sait tous que dès qu'on veut changer les choses, on a besoin de récits et de futurs désirables, et que c'est compliqué. C'est compliqué parce que les moyens du récit actuel sont puissants. Le marketing, la publicité, les influenceurs, tout ça, c'est très puissant comme récit. Et du coup, nous, il faut, avec nos petits moyens, inventer d'autres futurs. Et c'est très compliqué. Donc vraiment, merci pour cette présentation très, très, très chouette. J'invite du coup à ceux qui ont des réactions, des questions, à les formuler maintenant là sur l'onglet conversation. Est-ce que tu as eu le temps, ou est-ce que pour en revenir à ce fameux outil là proposé par l'ADEME, cet appel d'offres, est-ce que Ouais. tu avais 2 mots à en dire sur Urbalotech? Est-ce que tu as entendu parler Non, moi de j'en ai ce pas entendu parler. Ce que je sais, c'est que l'ADEME a tendance à s'ouvrir à cette thématique des low-tech de plus en plus, et notamment en étant en partenariat avec le Low-Tech Lab en Bretagne. Moi, de ce que je connais de l'ADEME, c'est surtout le fonctionnement par région. Et donc j'ai l'impression que l'ADEME n'a pas toujours les mêmes objectifs, ambitions, la même façon de fonctionner d'une région à l'autre. De mémoire, en tout cas il y a 2 ans, quand on a répondu à l'appel à projet Low-Tech en Normandie, il y avait que 2 ou 3 régions en France où l'ADEME avait des projets, des appels à projets autour de cette thématique-là. Et on faisait partie des premières régions où ça avait lieu. Donc non, nous, on a eu la chance d'être lauréat d'un appel à projet, ce qui a permis de mettre en place cette démarche de diffusion des low-tech et de passer beaucoup de temps avec des habitants sur le territoire, ce projet qui est toujours en cours, qui n'est pas terminé. Euh, je sais pas du tout, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est au niveau national ou au niveau local? En tout cas, j'en ai pas encore entendu parler.
OK, de toute façon, je crois que c'est Céline, hein, qui nous a partagé ça, donc bon, je pense qu'on remettra le lien. Ah oui, c'est ça. On remettra le lien de cette ressource-là, sur le compte rendu et on pourra aller voir ça de plus près. Je me suis permis, de mettre une excellente ressource, du CERD sur la mise en récit des projets de transition. Je ne sais pas si tu la connais, mais, c'est vraiment un super boulot qui a été fait par le CERD, voilà, qui est habitué au super boulot, justement sur l'importance, dès qu'on mène un projet de transition, de penser à cette dimension de mise en récit, Ouais. et même d'y accoler un groupe de travail qui est presque aussi important que le projet lui-même, mais de le mettre en perspective avec ça. Je vois qu'il y a quelques questions qui ont commencé à arriver. Alors je vais te lire là en direct, j'ai pas eu le temps du coup de la lire, ou alors Vanessa, peut-être que tu peux m'aider et prendre un peu le relais aussi avec moi. Donc une remarque de François: en plus de la problématique des imaginaires à construire, je pense que la question de la mise à l'échelle est primordiale pour que les territoires soient résilients. Ils ont besoin de projets communs qui nécessitent moins d'énergie et de compétences externes. Évidemment que je suis d'accord, tout à fait. Non, non, mais c'est sûr, on a besoin d'être un peu moins chacun dans nos petites bulles. La coopération entre acteurs, pour moi, c'est vraiment une source d'économie, incroyable et peut-être que c'est pas de la low-tech qui se voit beaucoup, qui est clinquante, mais c'est de la low-tech dans notre fonctionnement, heu, entre différentes structures. Donc comment on fait pour, quand on utilise un objet, une ressource, pour qu'elle soit la plus locale possible et c'est pas évident. Nous, avec les vagabonds de l'énergie, on essaye dans notre propre fonctionnement d'incarner ça. C'est vachement compliqué, en fait. On est heurté à plein de freins parce qu'on est tous un peu la tête dans le guidon dans nos projets, dans nos façons de faire, dans notre culture aussi, qui est assez basée sur la consommation. On est tous un peu issus de ça, donc s'en extraire, ça demande vachement d'efforts et ça demande du temps et parfois un peu frustrant parce que le temps passe vite, on a toujours cette urgence écologique qui nous court après et c'est pas facile. Donc il faut à la fois accepter que ça prenne du temps, le changement de pratique et à la fois, pas avoir peur de mettre les mains dedans, de bousculer un peu les façons de faire, d'aller rencontrer des gens. Il faut le facteur humain pour moi est primordial et hyper important. Donc mais ça prend du temps et de l'énergie et voilà. Clément, on a eu bien en amont une question sur les REX ou les ressources qu'on pourrait retrouver par rapport aux actions menées justement par les vagabonds de l'énergie. Donc on a transmis bien sûr le lien du site. Est-ce que tu as juste est-ce que tu souhaites rajouter des petits éléments sur voilà sur quant aux ressources disponibles ou des astuces, en tous les cas, pour les retrouver facilement. Voilà, n'hésite pas, surtout. Ça, c'était une petite Bah, remarque. en fait, on n'en a pas beaucoup parce que, nous, notre travail actuellement, il est surtout sur le terrain, donc on n'est pas encore en Rex, on est en Ex. On est en pleine expérimentation. On n'a pas encore réussi à prendre de recul sur ce qu'on est en train de faire. C'est peut-être une des premières fois où je tente un peu de le faire, mais donc non, on n'a pas encore fait ce travail-là. Et d'ailleurs, peut-être qu'on le fait pas assez. On en parle parfois, on a du mal à le mettre en place, mais à travers toute cette démarche-là, il serait hyper intéressant de travailler aussi avec des sociologues, notamment pour pouvoir évaluer l'évolution des pratiques, l'évolution des visions, des façons de consommer. Et ça, c'est un travail qui est encore difficile à faire parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus de sociologues qui sont très actifs sur ces sujets-là. Ça existe, mais il n'y en a pas non plus tant que ça. Donc non, pas trop de retour d'expérience. Par contre, moi, je vous invite vraiment à aller voir les ressources du Low Tech Lab, qui a sans doute quand même un peu plus d'expérience que nous. On ne travaille pas de la même manière, mais on est tout à fait dans la même dynamique, dans le même esprit. Et, euh, et eux, ils travaillent sur cet aspect embarquement des citoyens, ils travaillent avec les collectivités. Je pense qu'il y a peut-être des ressources en termes de retour d'expérience en lien avec des collectivités de leur côté. En tout cas, le Low Tech Lab a un centre de ressources sur Internet qui est hyper riche. Alors,
c'est basé surtout sur des aspects un peu techniques. Ils ont beaucoup de tutoriels pour fabriquer des trucs, mais ils ont aussi, je pense, des retours d'expérience sur l'aspect plus développement de projet et diffusion des low-tech. Euh, Ça reste encore une thématique qui est assez nouvelle. On n'est pas encore beaucoup de structures à vraiment embarquer sur cette thématique des low-tech. Donc malheureusement, c'est encore assez rare. Voilà, à ma connaissance, j'en ai pas trouvé des très complètes qui seraient comme ça, que j'aurais partagé sinon volontiers tout de suite. Bien sûr. Merci Clément? Clément. Et Ouais, pour ouais. compléter, en tous les cas, pardon, Oui. on Non, a une réaction de Sophie, justement, dans la conversation, qui nous indique et qui partage aussi un AMI low-tech de l'ADEME qui a été testé en région, justement, Bourgogne, Franche-Comté, pour capter ces projets low-tech. Donc, merci Sophie pour ce partage. ouais, du coup, ça souligne ce Julien. que tu disais, Clément, c'est que visiblement, l'ADEME a une approche un peu régionale, puisque là, on parle d'un AMI en Bourgogne-Franche-Comté. Pour rebondir aussi sur l'image que tu montrais, j'ai mis en ligne il y a une ressource qui avait été faite par l'ADEME et l'École supérieure du paysage sur justement pour comprendre bien les paysages en fonction des scénarios de transition qu'on pourrait choisir. Et c'est très intéressant à utiliser dans le cadre d'ateliers où on se projette un peu sur c'est quoi demain ou ça pourrait être quoi demain. Question hyper intéressante, je trouve, de Camille. Oui. Sur, c'est quoi la position de la low-tech par rapport aux outils numériques? Parce que là, on parle de low-tech, tu vois, on est avec Adobe Connect, tous devant nos ordis. Alors du coup, on fait comment? Bah ouais, c'est compliqué, hein. Nous, chez les Vagabonds d'énergie, on est coincé chez Google, hein. Ça va pas du tout. Donc non, mais c'est vrai. Parle-t-on de low-tech pour les outils numériques? Bah déjà, oui et non. Enfin, encore une fois, c'est assez relatif. Ça dépend. C'est un peu toujours la même réponse avec les low-tech, parce que on a du numérique plus ou moins high-tech. Euh, Effectivement, aujourd'hui, la question se pose beaucoup avec l'intelligence artificielle, par exemple, avec les outils numériques d'intelligence artificielle qui sont en train de s'infuser un peu partout. Et ça donne des trucs super, hein. C'est, c'est assez fascinant, c'est assez attirant de plein d'aspects différents. Et en même temps, on a cette frustration de se dire, enfin, cette réalité de dire, mais pour faire tourner un chat GPT, il faut des quantités d'énergie incroyables. Donc, on est très très loin de la low-tech. Je sais pas, en tout cas, on peut imaginer sur la thématique du numérique, c'est déjà faire un maximum de durabilité, essayer de prolonger au maximum la durée de vie des appareils. Il y a plein d'appareils d'occasion qui existent. On a beaucoup d'entreprises ou de collectivités qui se séparent de matériel alors que ça fonctionne encore. Comment on peut faire déjà avec ce qu'on a? C'est peut-être déjà une démarche qui peut être intéressante. La Déjà question de faire avec. l'électricité qu'on amène pour faire tourner ça, d'où elle vient Et puis effectivement, questionner le besoin. On a mm. tendance, parce que c'est un peu cool, de mettre des écrans partout. Mais est-ce que vraiment on a besoin d'avoir des écrans partout? Est-ce qu'on a besoin que tout soit hyper connecté? Et moi, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Julien, et c'est ça la difficulté, c'est l'image. Et aujourd'hui, la publicité, les médias, les récits un peu dominants de la société, ils nous emmènent vers cette consommation de numérique énorme en nous donnant un peu l'illusion qu'on en a besoin. Et on a beaucoup de mal à lutter contre ça. En fait, quand on prend le temps de questionner les gens sur leurs besoins, les besoins, ils sont de bien vivre, de convivialité, d'être avec les gens qu'ils aiment, de faire des activités un peu chouettes. Et le besoin d'écran, il n'est pas forcément là. On est un peu happé par ce système-là, donc c'est pas évident. On bataille un peu, c'est sûr. Oui, quand on parlait la première fois, je mettais le besoin versus l'envie, parce qu'en fait, on Oui. confond beaucoup de nos envies en croyant qu'on en a besoin, mais en vrai, on en a juste envie. Et du coup, ça permet déjà un premier tri Mais dans. ouais, tout à fait. Et les envies, elles viennent souvent d'une influence extérieure, et notamment, effectivement, la publicité. Moi, je vous invite vraiment à participer et à diffuser cet outil qui s'appelle la fresque des nouveaux récits,
pour ceux et celles qui connaissent la fresque du climat, ça vient un peu de cet écosystème d'acteurs-là. Et sauf que là, on n'est pas sur des notions scientifiques, technologiques, on est plutôt sur les sciences humaines, sociaux, psycho, et on va décortiquer un peu ce fonctionnement du cerveau humain. Qu'est-ce qui fait qu'on se fait influencer par des récits? Qu'est-ce qui se passe quand on regarde une publicité? C'est quoi une bonne publicité? Enfin, en tout cas, une publicité efficace. Qu'est-ce qui se passe quand on fait face à une masse d'informations importantes sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui fait qu'on a tendance à suivre la norme dominante et avoir un comportement, à reproduire le comportement des autres? Ça, c'est notre fonctionnement humain. Et cet outil-là, il est intéressant parce qu'il permet de se déculpabiliser un peu, de se dire, OK, c'est normal, on est tous un peu embarqués là-dedans. On est tellement influencés par ça qu'on a du mal à s'en sortir. Et après, la deuxième partie de l'atelier, eh ben, c'est une création de récits en petits groupes. Et c'est un atelier duquel on sort en général avec un grand sourire parce qu'il s'est passé un petit truc un peu chouette. On a imaginé un petit truc qui allait changer dans le futur et qui nous fait du bien. Et, euh, et ça peut être un point de départ pour se donner envie d'agir. La fresque des nouveaux récits, vraiment, c'est un de nos outils coup de cœur qu'on utilise beaucoup dans plein de contextes différents. Ok, une remarque de Sophie. Tu voulais la relayer, peut-être Vanessa, parce que je crois que parce que je sais que tu es calé là-dessus sur les nouveaux récits. Je crois que Oui, ouais, tu voulais apporter. alors la remarque de Sophie, tu pensais à laquelle? Je trouve que les ponts sont possibles entre les low-tech et l'économie. Non, alors c'est pas celle-ci. Je suppose que Non, mais tu celle-là, voulais elle est bien évoquer. aussi. Elle est bien aussi. Mais en tous les cas, pour les nouveaux récits, je l'ai partagé effectivement dans l'onglet conversation, mais je te rejoins complètement, Clément, sur le fait que on a besoin de passer par justement par cette pratique-là aussi pour passer à l'action et modifier ça c'est sûr, nos comportements, nos actions. Et on vous a proposé un webinaire cette année justement où on a fait intervenir une personne qui agit dans l'association des nouveaux récits. Et je vous invite à le regarder de nouveau parce qu'il est vraiment très poignant et très intéressant sur cette question-là. Et en tous les cas, pour pas oublier la remarque de Sophie et la relayer réellement, elle dit que voilà, elle trouve que les ponts sont possibles entre la low-tech et l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Qu'en pensez-vous? Pour ma part, je suis assez d'accord avec elle, mais je crois, Clément, tu voulais réagir par rapport à cette remarque-là. Oui, oui, ça aurait pu être une slide de la présentation, tellement c'est pertinent, effectivement, parce que l'économie de la fonctionnalité, pour donner un exemple, en gros, pour un produit, ce serait de vendre l'usage d'un produit plutôt que de vendre le produit lui-même. Si je prends l'exemple du vélo, par exemple, c'est exactement l'exemple du Vélib, enfin du vélo à libre service. C'est-à-dire que l'entreprise qui gère le vélo à libre service, elle ne vend pas un vélo, elle vend l'usage d'un vélo pendant un certain temps. Et donc, en fait, cette entreprise, elle va avoir tout intérêt à ce que son vélo il soit le plus robuste possible et qu'il dure le plus longtemps possible. C'est ça qui va lui faire de l'économie. Parce qu'elle vend pas le vélo, elle vend le service que rend le vélo. Et donc, ça peut s'appliquer à tout un tas d'autres secteurs. Et ça peut vraiment lutter très efficacement contre l'obsolescence programmée, notamment des appareils. Ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Par exemple, un lavomatique. Un lavomatique, il vend pas de machine à laver, il vend le lavage, il vend le fait de laver ses vêtements. Donc le lavomatique, il a besoin, pour que ce soit économiquement intéressant, d'avoir la machine à laver la plus robuste et la plus durable possible. Donc il va acheter le modèle le plus durable ou alors le développer lui-même, quoi. Et pour moi, c'est un point d'appui. Évidemment, ça va tout à fait ensemble. Petit témoignage personnel, Clément. Je viens du côté très obscur de la force et je pensais jamais qu'un jour je pourrais ne pas avoir de voiture. C'était un prolongement de moi-même. Il se trouve que dans la ville dans laquelle j'habite, il y a une SIC, une société collective d'intérêt, une société coopérative d'intérêt collectif qui vend l'usage de voitures. Et depuis, je n'ai plus de voiture. Bah, j'ai la chance d'être en ville. Et ça s'appelle Cities. Et donc, je prends des voitures quand je peux plus faire autrement. Et résultat, par rapport à d'autres utilisateurs, déjà, ça me coûte infiniment moins cher.
Et par rapport à d'autres utilisateurs de voitures, je l'utilise en moyenne 30% de moins que quelqu'un qui en aurait une. Donc, bon, voilà, c'est effectivement l'économie de l'usage, c'est vraiment un champ entier et qui est très, très, très intéressant. On avait une remarque de Camille avec le récit on permet de créer de l'envie à faire avec moi, à rechercher, à vivre la satisfaction de transformer le plomb en or. On va pas revenir encore sur le récit, mais on sait qu'on a vraiment à travailler, nous qui sommes dans le secteur de la transition, sur effectivement faire adhérer, quoi. Il y a tout un champ qui est en train de se développer. Moi, je trouve qu'il y a un point d'appui vraiment intéressant, c'est tout le champ artistique et c'est en train de bouger parce que les artistes prennent de plus en plus à bras le corps cette question-là. Et pour moi, c'est hyper intéressant. On a besoin des artistes pour nous aider à imaginer le futur, justement. C'est indispensable. Donc, que ce soit des illustrateurs comme ça, mais aussi des réalisateurs de films. Nous, on s'appuie sur un film qui s'appelle Bolide, qui vient d'un appel à projet de Canal+ d'il y a quelques années, qui s'appelle On s'adapte, et qui a forcé un peu, du coup, cette thématique-là du futur, où on s'adapte à un monde qui bouge, qui est un peu différent. Et ça donne des trucs hyper intéressants, quoi. Donc, allons chercher aussi les artistes pour nous aider dans cette réflexion. Pour en venir à mon passage du côté obscur je ne sais pas si c'est le côté clair, mais en tout cas, ce qui m'a vraiment fait changer, c'est un documentaire de Cyril Dion, tu vois, on y revient. Donc ça fonctionne. Des fois, on voit des choses, on voit des choses et puis on a envie de s'inscrire dans une nouvelle histoire, quoi. Et pour moi, si le documentaire demain il fonctionne, c'est parce que c'est des histoires. C'est une succession d'histoires, le documentaire demain. C'est plein de petites histoires qui existent vraiment et qui sont hyper intéressantes. Et c'est un des rares films documentaires qui parle de transition, de climat, d'énergie, où on sort avec un peu la banane et avec l'envie d'agir. Et ça, c'est une petite prouesse quand même qu'ils ont réussi à faire là. Ouais, à l'époque, ça date un peu. Ouais, 2015, je crois, c'est ça. Ouais. Mais bon, voilà. Bon, Ouais. je pense que on arrive un peu au bout de ce passionnant webinaire. Du coup, Vanessa, quelques mots sur le prochain webinaire. Il va être super oui, aussi. Merci beaucoup. Justement, je voulais faire un petit pont aussi sur les derniers propos, les derniers échanges là que l'on a eus concernant l'appui justement artistique dans cette démarche énergétique. Comme l'a rappelé Emmanuel en début de webinaire, on a donc ce webinaire du 10 décembre qui viendra complètement s'inscrire dans cette démarche, dans cette idée d'allier à la fois l'artistique et la mise en action autour de la transition, notamment énergétique. Donc, on aura Manuel Moreau qui sera présent et qui nous proposera les outils qu'il a créés notamment. Et puis, il a une conférence gesticulée. Voilà, j'en dis pas plus, mais juste un petit peu de teasing. Et puis, Pascal Lenormand nous parlera aussi des créations artistiques autour de la sobriété, la frugalité et de l'énergie. Ça, c'est pour le 10 décembre. Mais là, dans la conversation, je vous ai mis une alerte info pour le prochain webinaire où on espère vous retrouver nombreux le 15 octobre prochain. Et là, on est aussi sur un sujet plutôt innovant, à l'instar des AMAP. Eh bien, sachez qu'il existe des AMEP. Et donc, ces AMEP, on va plonger dedans, dans l'univers des AMEP. Et comprendre un petit peu aussi comment on peut, grâce à elle, comment s'instaure la solidarité territoriale énergétique grâce à l'initiative de particuliers qui ensuite ont monté une association, donc l'association pour la mutualisation d'une énergie de proximité. Et ensuite, ils ont élargi leur réflexion autour de ça
pour pouvoir non plus la partager entre eux, entre particuliers, mais aussi sur d'autres structures aux alentours. Donc on parlera AMEP, autoconsommation collective et don d'électricité. Et on vous donne vraiment rendez-vous sur ce prochain webinaire qui, là aussi, risque d'être passionnant. Ça a l'air génial. Merci encore vraiment Clément. Merci aux vagabonds d'exister et de faire tout ça. Merci aux participants et aux participantes. Merci à vous en Bonne tout journée à cas tous. pour l'invitation.